L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Pascal Harvey au sport local de l'escalade à Petite-Rivière-Saint-François. Aux Ligues majeures, on parle de baseball et du Canadien qui ne va pas très bien en début de saison. Et enfin, j'accueille François-Xavier Thibault pour notre chronique Chasse et pêche. Alors préparez-vous, parce que le vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie en studio. Philippe, bonjour. Salut Max. Et un collaborateur que vous connaissez bien et qui est mon ami à moi, Pascal Harvey est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs, ça va bien? Très bien, Pascal. Oui, très bien. Je pense que tout le monde ici est en forme, vraiment. Je pense que oui. Je pense que oui. Juste des bonnes nouvelles. Et voilà, juste des bonnes nouvelles. On va y revenir tantôt. Je sais, tu fais allusion à quoi, mon cher Philippe. Mais on commence avec le sport local parce que là, on a une bonne nouvelle qui fait jaser. Et avec raison, je peux vous le dire. Du côté de Petite-Rivière-Saint-François, on a innové avec un projet qu'on appelle Mini-Parois d'escalade dans Charlevoix. C'est tout près du domaine Allégorie pour les enfants. Donc, si on voulait vraiment bonifier l'offre de sport et soutenir le sport chez les jeunes, ben écoute, je pense qu'on l'a trouvé, Philippe. Je pense que c'est une des plus belles nouvelles qu'on pouvait avoir. Écoute, Maxime, je pense que tu as tout dit dans ta question. Innovation dans Charlevoix, lorsqu'on peut le faire, let's go, on y va. Il y a tellement un beau terrain de jeu ici qu'il faut le développer et c'est ce qu'on a fait du côté de Petite-Rivière-Saint-François. Ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que d'un, personnellement, je trouvais qu'on peut-être c'était sous-exploité l'escalade. Il y en a à Saint-Siméon, c'est sûr. On a de belles, très belles parois dans Charlevoix. Peut-être qu'ils sont mal adaptées ou on peut faire aussi des parois sur des roches, simplement aussi des grimpeurs sans harnais, sans corde. Il y a des choses à faire ici dans la région. Et là, si on peut initier les plus petits, ben, c'est sûr que la relève va être intéressante. L'escalade est arrivée aux Olympiques aussi. J'imagine que ça va donner un petit boost aux jeunes de vouloir en faire. Puis, sincèrement, pour en avoir fait, je pense que c'est le sport le plus difficile physiquement. Peut-être que j'étais pas bon non plus, mais mon Dieu, qu'on est raqué après une séance d'escalade. C'est vraiment tous les muscles sont sollicités. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, bravo, je le répète, moi, c'est des choses qui me stimulent beaucoup lorsqu'on peut justement innover dans la région. Je pense qu'il y a encore de la place pour tout le monde. Donc, bravo à l'organisation. Puis, on invite les tout-petits à y aller, là. Et l'idée a été proposée par Claude Demers dans le cadre du budget participatif 2021 et on parle d'un investissement de 20 000 $ dans ce cadre-là. Et là, c'était pour tout l'aménagement du site, la signalisation, table à pique-nique, les casques, les harnais. Pascal, vraiment, là, un montant de 20 000 $, je pense que de un, on a de l'innovation, mais en plus de voir qu'on a du budget propice à ça, ben écoute, là, un jeune qui regarde ça là, ne peut qu'être content. Écoute, c'est bien apprécié. Puis quand on parle d'innovation dans la région, inévitablement, l'innovation, ça a un coût. 20 000 $, c'est vraiment pas élevé pour ajouter une offre touristique. Puis il faut considérer aussi que dans les dernières années, à chaque fois qu'un projet touristique a voulu s'implanter dans la région, dans l'étude de faisabilité, ça ressortait clairement que des activités pour la famille, il y en avait très peu. On les comptait sur les doigts d'une seule main. Fait qu'à chaque projet où on peut ajouter quelque chose pour la famille, pour les plus jeunes, bon, on marque des points. Puis avec ce qui s'est passé là, dans les dernières saisons, là, les 2 dernières saisons touristiques dans la région où ça allait exploser, bien, c'est de bon augure là, pour la suite des choses. Et je veux préciser que, outre l'escalade, on a aussi du vélo de montagne et du kayak de mer qui rentrent en ligne de compte. Donc là, mais j'ai l'impression que, oui, c'est une bonne nouvelle, mais il pourrait y avoir de la place pour autre chose. Tu sais, là, ce n'est peut-être que le début de l'innovation en Petite-Rivière. Puis ça, bien, honnêtement, pour attirer des gens, c'est un plus aussi. Mais, tu sais, Maxime, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression de me répéter émission après émission, mais c'est magnifique le terrain de jeu qu'on a ici. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde prend sa place aussi de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'on peut justement développer ou emmener un peu plus loin le site qu'on va faire à Petite-Rivière-Saint-François? Bien, évidemment. Puis je pense que
c'est un effet boule de neige. Il y en a un qui le fait, l'autre veut greffer d'autres activités, l'autre veut se joindre. Donc, c'est participatif, puis c'est ce qui est vraiment plaisant à Charlevoix. Il y a une facilité à faire ces projets-là. Donc, bravo à toute l'organisation. Puis oui, évidemment, je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se greffer autour. Hein. Pascal, selon toi, à long terme, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour amener davantage d'innovation? Est-ce qu'on peut encore sortir des lapins de notre chapeau, là, peu importe la région qu'on a ici à l'intérieur? Ben, c'est évident, Maxime, hein, parce qu'avec l'implantation du Club Med là, qui va ouvrir au cours des prochaines semaines, quand on avait rencontré les gens du Club Med avant l'implantation, ils nous avaient clairement dit que le concept dans Charlevoix serait quelque peu éclaté. C'est-à-dire que le concept d'un Club Med, à la base, c'est que les gens sont captifs sur le site et on leur organise des activités tout le long de leur séjour. Tandis que dans Charlevoix, on explore plus large. On va offrir des activités à l'extérieur du cadre du Club Med à Petite-Rivière-Saint-François. Puis des projets comme ça peuvent en bénéficier. Puis j'espère que ça va donner le goût à d'autres promoteurs d'innover et de créer de nouvelles offres pour la clientèle du Club Med et encore plus. Parce que oui, ça va drainer beaucoup de nouveaux visiteurs dans la région. Mais avant même l'implantation du Club Med, si on se fie à l'achalandage des derniers mois, bien, on voit que la région est de plus en plus populaire. Et je veux rappeler que l'ouverture officielle de ce mini-centre-là va avoir lieu au printemps prochain. Donc là, avec tout ce qu'on a mentionné, là, j'anticipe vraiment un achalandage peut-être encore le plus élevé. Monstre. Monstre, pour ne pas dire le terme, avec toute l'innovation qu'on voit. Êtes-vous d'accord là-dessus, les boys? Ben, en tout cas, on le souhaite. Puis félicitations encore une fois. Ça sera à surveiller, évidemment. Donc, merci, messieurs, pour ce volet du sport local. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on discute de chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Et nous sommes rendus maintenant à la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. Ça va bien? Oui, toi? Merci beaucoup. Dans le dernier show, là, on a parlé, la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé de la chasse au chevreuil. On avait commencé à rentrer dans le vif du sujet. C'est super agréable. Là, maintenant, on commence à peine le mois de novembre là, actuellement. Là. Oui. On veut savoir là, comment se porte la petite bête du chevreuil dans les conditions actuelles. Début novembre, c'est vraiment un gros moment dans l'année pour le chevreuil, puisque le 6 novembre, c'est l'ouverture pour tous les chasseurs dans la région de Charlevoix pour pratiquer la chasse au chevreuil à l'arc et à l'arbalète, et ça va se poursuivre le week-end prochain au fusil et à la poudre noire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au début de la période de pré-rut et d'accouplement. L'accouplement commence aux alentours du 7, 8, 9, 10 de novembre. Donc, le chevreuil est très vulnérable. Oui. Il va souvent visiter plus les ouvertures pour chercher des femelles en chaleur. Il va avoir des combats. Ils vont être beaucoup plus vocales. Ils vont faire beaucoup de vocalises. Donc, c'est vraiment une belle période à chasser puis qui est plaisant à voir les comportements de chevreuil aussi. Là, tu l'as mentionné, ça commence bientôt le 6. Oui. C'est bien ça. Est-ce que dans les débuts du temps, là, est-ce que c'est là le meilleur temps pour commencer sa chasse ou il faut attendre peut-être 2 semaines le temps que les animaux sortent ou plus ou moins? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chasse ici, c'est pas comme en Outaouais ou en Chaudière-Appalaches, c'est que ça dure du 6 novembre au 14, approximativement. Donc, on parle de 9 à 10 jours. C'est 2 fins de semaine avec une semaine complète. Donc, on a un échéancier qui est beaucoup plus court pour réussir à récolter un chevreuil. Donc, c'est important, comme j'ai expliqué précédemment dans l'autre émission, notre dernière émission, c'est important de faire des bons sites d'apportage, cerner les habitudes du gibier. Oui. Ensuite, on peut faire dégratter, on peut mettre de l'odeur, puis ensuite, quand on sait où nos chevreuils passent avec nos caméras de surveillance, c'est là que l'offensive de chasse va changer. OK. T'as amené des produits sur le plateau parce que là, on parle encore une fois de technique de la chasse au chevreuil. Là, parlons de technique. Là, toi, là, quelle technique tu utilises ou qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce que là, on entre justement comme on en parlait. Là. Je ne reviendrai pas sur le côté de l'apportage parce que je l'ai bien élaboré dans le dernier segment. Par contre, là, on prend pour acquis qu'on a un site d'apportage. Oui. C'est visité, j'ai quelques mâles sur le terrain. Maintenant, je veux les garder dans le coin et surtout, je veux les provoquer. Mise en situation. Oui, OK. On est ensemble, on est dans une cache. Oui. On entend marcher dans les feuilles, on sait qu'il y a une femelle à la peau. Oui. La femelle est là avec son petit avant. À un moment donné, elle devient nerveuse puis elle déguerpit. À part en courant, elle s'en va dans une zone de bois sale, mais t'entends marcher en arrière de toi. Souvent, le monde, le soir, ils reviennent à leur camion ou à leur chalet et ils disent « J'ai entendu un chevreuil. »
mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est exactement. Mais à 90% du temps, c'est un mâle qui voulait, je vais employer le terme anglais, chasser, dans le fond, parcourir, courir envers une femelle OK. pour voir si elle était en chaleur, mais il n'a pas sorti dans l'ouverture parce qu'il n'y avait pas de danger. Il la voyait au loin, puis il a faim, il sait qu'elle n'est pas en chaleur. Par contre, si on utilise ceci, des artifices, dans le fond, c'est des appâts, des calls pour attirer le chevreuil, ça peut lui faire 4-5 pas de plus, puis parfois, ça peut permettre de clore le deal avec le chevreuil. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est quand vous êtes dans votre cache, il y a un chevreuil qui s'en vient. C'est une technique qui est très simple. Dès que vous entendez marcher dans les feuilles, lâchez quelques calls. Ceci, c'est un appât très régulier, un grunt call qu'on appelle. On l'utilise, on le prend, on te pousse l'index et on va pousser de l'air simplement. Oui, comment ça marche? On va faire des grognements de chevreuil. Oui, un son quand même pas très aigu, un son régulier qui se prend bien quand même. Oui. Puis ça, dans le fond, j'en fais 3 dans un rayon de 10 à 15 secondes. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que je fais ça dans ma cache, j'entends le chevreuil qui s'en vient, je le fais. Souvent, ça va lui permettre de faire 4-5 pas. Il va dire « Hey, il y a un mâle là, qu'est-ce qui se passe? Il va-tu aller après ma femelle? » Fait que là, il va se compromettre. Mais là, si on a une zone de tir avec une ouverture, c'est là qu'on va proposer sa gâchette, puis récolter le chevreuil. Et donc là, on est vraiment dans la portion, là, comme tu le disais, provocation d'animal pour l'attirer. C'est ça. OK. On peut utiliser aussi un autre son, c'est le même type, c'est un ground call, mais celui-là avec un appât en bois, fait qu'il fait un autre son complètement différent. Donc, c'est un son qui est très clair, mais qui fonctionne très bien. Oui, ça commence mollo. Après ça, on sent la petite portée là, de plus en plus. Là, exactement. Ouais. Donc, après ça, je pourrais juste surenchérir une autre technique qui fonctionne bien. On appelle le chevreuil, on veut le provoquer. On reste toujours dans ce côté-là, on provoque, on ne sécurise pas le chevreuil. C'est une carte d'atout vraiment pour faire approcher un mâle. Oui. On utilise les cornes, on appelle le rattling, c'est un combat de mâle. Un combat de mâle. Oui. Donc ça va attirer le chevreuil. Pourquoi? Parce qu'un combat de mâle, ça signifie souvent dans le but d'accoupler une femelle en chaleur. Vu qu'on est en période d'accouplement, souvent les mâles se battent dans le but d'obtenir la femelle en chaleur, puis pour pouvoir avoir le territoire, être le mâle dominant du coin. Donc en faisant des bruits avec des cornes, puis en faisant des grunts, on est capable souvent d'aller chercher le mâle qui est nerveux, qui se tient loin des appâts, puis il pense qu'il y a du danger, mais ça sécurise. Il va dire « Ah, ben, je vais aller voir, c'est drôle, il y a une femelle, peut-être qu'il est en chaleur. » Fait que les mâles se battent. Donc c'est bien simple, on prend les cornes, on fait une prise de contact, puis là ensuite on fait comme des mâles qui chicanent. Simplement. Simplement comme ça. Ouais. OK. Mais là, au niveau de la technique pour les deux outils, là, je veux dire, le but n'est pas seulement de faire du bruit n'importe comment. Il y a une technique qu'on doit quand même savoir là, avant d'y aller à qui mieux. Oui, mais dans le fond, on chamaille. Comme, on fait des intervalles de 30, 40, 50 secondes, on arrête, on recommence au bout de 2 minutes, on peut attendre au bout de 5 minutes. On peut faire une série même de rattling pendant environ 45 minutes à 1 heure. L'important, c'est de faire des intervalles. Donc, ça ressemble à ça au niveau de l'appel. Pour clore sur l'appel, on peut utiliser aussi le bleed. Le bleed, dans le fond, c'est un appel, un bêlement de femelles en chaleur. On peut le faire autant avec un appât qu'avec ceci, une petite canne. C'est bien simple. On fait simplement tourner la canne. C'est un bêlement de femelles. C'est super drôle. On dirait un petit rire d'animaux. Oui, vraiment. Puis on peut le faire aussi avec un appât comme ça, souvent qui ont des boutons poussoirs, donc c'est bien simple. Ça, c'est des sons plus sociaux, de prise de contact qu'on peut faire au courant de la journée quand on est dans un affût. Dans le but de sécuriser le chevreuil, parfois aussi, c'est un call de curiosité. Là, dans les deux qu'on a vus, on a vu le bidule vert et on a vu l'autre qui ressemble un petit peu à une flûte, exactement. Entre ces deux produits-là, ces deux techniques-là, finalement, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est en situation de telle affaire, je vais prendre elle, je vais privilégier elle? Au niveau de sa versatilité. OK, c'est ça. Je vais aller avec lui parce que je suis capable de faire les deux. Celui-là, je vais être capable de faire de la femelle, lui, je peux faire du mâle et de la femelle. Si je veux, mettons, je sais qu'il y a un chevreuil qui s'en vient. Mais si à un moment donné, je dis, oh, je veux coller un peu plus loin. OK, la différence est là. Exactement. Et dans le son. Donc, c'est ça. Donc, le mâle et la femelle, avec cet outil-là, a un son propice à la bête en question. OK, parfait. Donc, pour poursuivre, je vous dirais, quand on fait des appels, ce qui est très important, on va aller avec les odeurs. Puis les odeurs, souvent, ça peut être une carte d'atout, parce que là, tu t'imites le son d'un mâle. Mais si tu chasses pas loin, tu sais que tu as des mâles dans ton coin, tu peux les provoquer avec l'urine de mâle en rut.
Ou tu peux poursuivre avec une ligne d'odeur sur le long d'un champ ou d'un chemin. Tu fais quelques vaporisations 50, 75 pieds avec de l'urine de femelle en chaleur. OK. Donc, des fois, c'est pour amener du réalisme à ton scénario. Si tu prévois en après-midi de faire une séance d'appel, proche de ta cache, tu peux mettre de l'odeur. Ça fonctionne à merveille. Les avec modération, souvent, les gens disent trop, c'est comme pas assez. Bien, justement, mettez-en juste quelques vaporisations. Commencez de manière plus passive. Quelques vaporisations à chaque 50-75 pieds. Puis si vous voyez que les animaux sont réceptifs, vous les provoquez plus, le mettez-en plus. Mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Commencez ça graduellement. Est-ce que c'est moi ou quand on parle d'urine de femelle ou d'urine de mâle ou peu importe, on dirait que c'est le produit classique dans tous les appâts? C'est le produit qu'on connaît davantage, évidemment. Au niveau sexuel, je vous dirais, autant l'orignal que le chevreuil, c'est des animaux que ils répondent bien à l'odeur. Donc, femelle, c'est au niveau séduction, puis au niveau provocation, quand on veut jouer dans la tête à l'animal, ça va être surtout au niveau du mâle. Il y en a qui disent que l'urine de jeune mâle fonctionne mieux, d'autres l'urine de mâle dominant. Moi, pour ma part, je vois pas vraiment de différence. Donc, je vois que de l'urine de mâle dominant quand je veux faire des tests avec des caméras de surveillance, mais je te dirais que n'importe quel produit fait la job. C'est sûr que mâle dominant, je te dirais, faire des grattés, faire des frottages, tu peux travailler avec ça. Puis l'urine de femelle, comme l'heure de curiosité, ça fait super bien. OK. Donc, pour la période de rut, c'est les produits que j'utilise. Puis, le plus important dans votre cache. Max, les gens, souvent, tu serais surpris. Je te dirais 9 fois sur 10, les gens ne font pas attention à leurs odeurs. Et c'est la base. Mettez des produits anti-odeurs sur vos vêtements. Lavez votre linge. Ça, ici, je vais te le faire sentir. Une odeur de terre noire qui est absolument là, très forte. Oh, oui. Tabarouette, oui. Ça sent l'automne en studio. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est faites attention à vos odeurs. Mettez des produits de ce genre-là. Traitez votre linge. Le chevreuil, ça sent, c'est 100 fois pire, selon moi, qu'un humain. Là. À 500 pieds, 400 pieds, si ça a le vent pour lui, ça te sent, c'est sûr. Je chassais toujours avec le vent d'en face. FX, donc, pour bien partir, en fait, la chasse qui va commencer sous peu, tu conseilles quoi là, comme appât, comme produit pour bien... On sait qu'il y en a plusieurs, là, mais pour bien commencer ça, qu'est-ce qui est préférable d'utiliser en partant? Ben, moi, je vais y aller avec mes coups de cœur. Je vais commencer avec... J'ai toujours mon appât, comme ceci dans ma cache, pour faire des appels. Si j'ai une urine à choisir, je vois qu'il fait en chaleur. Au niveau de sa versatilité, on peut autant séduire un mâle qui va le compromettre à ce qu'il vient de sentir l'odeur, ou autant pour sécuriser les chevreuils du coin. Femelle en chaleur, c'est pas trop agressif, ça fait la job amplement. Puis sinon, mon autre coup de cœur, c'est mon anti-odeur, odeur de terre noire, un produit qui va sécuriser le gibier. Parce que ce que les gens, ce qu'ils comprennent pas souvent, c'est l'odeur de terre noire. Oui, ça camoufle ton odeur, mais le chevreuil est habitué de le sentir en forêt parce que quand il fait des grattages, il va frotter par terre, il va se coucher dans la terre, ça sent. Donc, ça le sécurise seulement en confiance. Des fois, quand tu as un petit doute, tu vois que tes chevreuils sont méfiants, mets-toi-en dans ta cache. Je te dis que ça peut vraiment faire de la différence. C'est très, très bon à savoir. FX, merci beaucoup de ta collaboration et au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci, Max. Merci beaucoup. Et nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle des grandes ligues avec mes collaborateurs Pascal Harvey ainsi que Philippe Lavoie. Restez là. Et de retour à l'émission de Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Pascal Harvey. Avant d'aborder le sujet du Canadien, messieurs, je veux qu'on parle un peu de baseball parce que les séries mondiales suivent son cours. Ce n'est pas encore terminé. Actuellement, j'appelle ça une finale enlevante entre les Astros de Houston et les Braves d'Atlanta. Les Braves, qui mènent la série 3-2, ont subi par contre une première défaite à domicile depuis le début des séries. Pascal, je vais commencer avec toi. C'est presque un peu dur de prédire un gagnant parce que même si les Braves mènent 3-2, ça pourra aller d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est tardu cette année là, pour désigner un vainqueur. Ben, c'est très difficile. Puis le match que les Braves viennent de perdre à domicile, ben, ils ont perdu une belle occasion là, de se sauver avec la série parce que on sait très bien que l'attaque des Astros est beaucoup plus dévastatrice que peut l'être celle des Braves. Les Braves, actuellement, se fient beaucoup sur leur personnel de releveurs. Et hier, le gérant Brian Snitker a joué la carte qu'il joue depuis le début des séries, c'est-à-dire qu'il donne de courts départs à ses partants pour miser à compter de la 5e manche sur ses releveurs. Hier, ça n'a pas fonctionné. Force est d'admettre que l'attaque des Astros était trop puissante pour cette stratégie-là. Maintenant, la série se poursuit, là, se déplace du côté de Houston. Et les Astros ont l'habitude de revenir de l'arrière en série. Hein. Ils l'ont fait contre les Rays l'an passé, donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Ils ont l'habitude de le faire, puis ils sont encore capables de le faire. Je pense que les Braves ont vraiment, mais vraiment perdu une belle occasion hier en menant 4-0 dès la première manche. On a repris les devants 5-4 une fois que les Astros aient créé l'égalité. Ça peut être un point tournant dans la série, là.
Et on s'entend que pour une équipe, c'est toujours plus agréable de remporter une finale à la maison. Ça, c'est pratiquement le scénario hollywoodien que tout le monde veut faire. Sauf que là, les Braves n'auront pas le choix d'aller remporter un match à l'étranger parce que les 2 derniers, ça se passe à Houston. Houston, eux, rentrent à la maison. Ils ont remporté le match, ont le couteau entre les dents. Donc, Philippe, Houston, avec une attaque qui tardait à démarrer, on redémarré dans le dernier match. Donc là, on rentre à Houston. Est-ce que le coup de bâton va se faire aller encore? Ben, je pense que oui, dans un cas comme dans l'autre, parce que évidemment, on s'attendait tous à une série quand même serrée. Je pense que c'est ce qu'on a aussi. Ouais. C'était pas des gros écarts de points non plus. La défensive des Braves m'a déçu un peu. Swanson, j'en ai parlé un peu hors d'onde avec Pascal. Je m'attendais à plus et ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'erreurs. De sa part, puis je me dis, s'il continue comme ça, la confiance doit pas être très, très haute. Tu arrives à Houston, ben là, ça peut faire une très grosse différence. Mais maintenant, ben, c'est sûr, j'ai un parti pris pour les Braves. Avec tout l'historique des Astros, je sais pas ce que Pascal pense un peu de cette année. Là, on disait que ça sifflait pour signaler encore des signaux. Puis, tu sais, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu. Il y a des journalistes qui sont mieux placés que nous, mais tu sais, j'ai hâte de voir. On arrive à Houston. Quel stratagème on va utiliser, je ne sais pas, mais je pense qu'on va se rendre en 7. Je suis pas mal convaincu et je souhaite que ce soit les Braves, mais la défensive m'inquiète vraiment beaucoup du côté des Braves. Donc, c'est pour ça que Houston a de très bonnes chances. Et je tiens à mentionner, messieurs, que une remontée dans les séries mondiales là, qui perdait 3-1. Il y a 5 équipes qui l'ont fait dans les séries mondiales. Les Pirates l'ont fait à 2 reprises. Les Yankees, les Tigers, les Royals et les Cubs. Donc là, Pascal, si les Astros remportent le prochain match, la série est 3-3. Rendu là, honnêtement, on s'entend-tu que tout peut arriver? Ben, tout peut arriver. Moi, dans mes prédictions, j'ai pris les Braves en 7. Donc, ma prédiction tient encore la route, mais pour faire du pouce sur les propos de Philippe en lien avec des joueurs décevants chez les Braves, puis avec encore l'apparence de tricherie qui flotte sur la concession des Astros, ben, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose là-dedans. Les Astros ont possiblement utilisé ce qui était possible d'utiliser dans le passé. Maintenant, ils ont quand même une bonne équipe. Hein. Il faut considérer que les vétérans de cette équipe-là, les Altuve, les Correa, les Bregman, sont des joueurs très fiables, sont des joueurs qui sont capables de gagner des matchs à eux seuls. Le seul point d'interrogation maintenant chez les Astros, ce n'est pas l'attaque, c'est les lanceurs. Et c'est ce qui pourrait faire la différence d'ici la fin. C'est qu'actuellement, lors du dernier match, les frappeurs des Astros ont eu le dessus sur les lanceurs des Braves. On pourrait peut-être s'attendre à l'inverse d'ici la fin, à ce que le prochain match ou l'autre d'après, ce soit l'attaque des Braves là, qui prenne le dessus. On a vu le réveil de Freddie Freeman là, qui a frappé une longue balle lors du dernier match. Moi, j'ai encore confiance qu'Atlanta puisse l'emporter, mais c'est sûr que de remporter 2 matchs sur la route, ça va être un défi de taille. Et pour les Astros, de revenir de l'arrière 3-1 dans une série mondiale, encore là, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est plaisant parce que c'est 2 excellentes équipes de balles qui s'affrontent. C'est serré. On a de l'action. Chaque match est palpitant. Donc, c'est pour le fan de balles, je pense qu'on est tous comblés. Et c'est peut-être bien pour un match que Toronto a été... qui n'est pas... Parce que on se demande, est-ce qu'ils auraient été jusqu'au bout? On ne le saura pas. Mais bon, quand tu regardes ça un peu, tu te demandes là, au niveau de la force des équipes. Mais bon, les prochains jours vont nous dicter qui va remporter la série mondiale, les Houston ou encore les Braves. Messieurs, on passe maintenant à la portion du Canadien de Montréal, un des sujets préférés que Philippe ici adore jaser. Parce que là, en début de saison, il n'y a vraiment rien qui marche. On a eu un voyage pénible sur la côte ouest californienne, une victoire en 4 matchs seulement face aux Sharks et la victoire parce que Jake Carlin a fait un travail colossal devant les filets. Depuis le début de la saison, là, en 10 matchs, 2 victoires et 8 défaites. C'est le pire début de saison depuis 1941. J'étais pas là. Je pense que personne n'était là. Mais Pascal, selon toi, qu'est-ce qu'on doit faire pour relancer cette équipe-là? Parce que beaucoup commencent déjà au mois d'octobre à lancer la serviette pour les séries complètes. C'est sûr que la Ligue nationale a repris son cours normal. On est revenu aux divisions d'antan. C'est fini les bulles, c'est fini la division canadienne. On savait très bien que dans la division du Canadien, il y a des équipes qui se démarqueraient. Tampa Bay n'a pas un début de saison à tout casser, mais on connaît la puissance du Lightning. Les Panthers de la Floride ont une excellente équipe.
Les Bruins de Boston sont encore là. Toronto, évidemment, ont une équipe supérieure à Montréal. Donc, Montréal, on savait très bien qu'avant même le premier match, allait avoir de la difficulté pour faire les séries. On oublie la dernière saison, on oublie ce qui s'est passé, là, l'équipe Cendrillon. Puis, on a perdu Weber, on a perdu Price, Edmondson est blessé. Gallagher n'est pas clairement dans son assiette, puis là, il est blessé. Petrie, on lui donne le rôle de défenseur numéro 1. C'est pas dans son habitude. Il n'est pas un défenseur numéro 1, selon moi. On a perdu Corey Perry, qui représentait beaucoup de leadership. Ça me déçoit beaucoup parce que regardez actuellement la formation et il est où le leadership? Si on avait conservé les services de Perry, on s'assurait minimalement d'avoir un petit peu de leadership dans le vestiaire avec la perte de Weber. Puis Weber, on savait très bien qu'il ne reviendrait pas. Pour ce qui est de Price, ben, ça a surpris tout le monde. Mais écoutez, où ça va s'arrêter, cette débâcle-là, j'en ai aucune idée. Ça ne va pas nécessairement très bien. Moi, j'anticipe qu'avec le retour d'Edmondson, ça va déjà un petit peu stabiliser la défensive. Mais quand je regarde les paires de défensives actuellement, considérant que Petrie n'est pas à 100%, écoutez, c'est quasi une brigade défensive de la Ligue américaine. Ça fait qu'il ne faut pas se compter de part qu'actuellement, dans la division du Canadien et avec la division métropolitaine qui est excessivement forte, donc pour se tailler une place en série dans l'Est, avec la formation actuelle, il ne faut pas rêver en couleur. Là. Philippe, dernièrement, on a cédé Cole Caulfield avec le Rocket de Laval. On a rappelé Michael Pezzetta qui, lui, connaissait des bons liens. Caulfield de Laval, est-ce que vraiment c'est la décision qu'on devait prendre? Je veux dire, est-ce qu'il ne va pas... S'il brûle la Ligue, on va dire tant mieux, mais est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire du côté du Canadien? Écoute, ta première question, c'était qu'est-ce que le Canadien doit faire? Mais je t'amènerais à qu'est-ce que le Canadien peut faire. C'est exactement ce qu'ils font avec Cole Caulfield. Ils n'ont pas tant de choses. Je trouve que l'organisation du Canadien cette année est menottée. Est menottée parce que Ducharme a été signé récemment. Donc, tu ne peux pas faire ce qu'on fait souvent quand l'équipe est médiocre, mais on change l'entraîneur en espérant que ça va amener un vent de renouveau. Là, tu es comme menotté. Bergevin, on ne sait pas trop jusqu'où il peut aller dans ses transactions. Dernière année de contrat dans son cas. Exactement. Donc, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose d'autre pour Caulfield? Je pense qu'on a fait ce qui devait être fait, c'est-à-dire l'envoyer justement un petit peu en bas, peut-être reprendre sa confiance, peut-être de brûler la Ligue, puis on lui souhaite parce que c'est quand même un très bon joueur. Par contre, présentement, il faut un électrochoc. Je pense qu'il va falloir faire un échange, mais en même temps, t'échanges quoi? T'échanges qui? Pourquoi et pour qui? Je pense que le Canadien, c'est ça qui va être difficile de s'en remettre parce que je vois pas nécessairement le coup de baguette magique nécessaire présentement. Et je pense, pareil comme Pascal, Perry fait très, très, très mal actuellement, plus que tous les autres. Weber, on le savait que ça allait finir un jour. C'est écrit dans le ciel. Et là, on a perdu Perry qui devait parler plus qu'on pense dans le vestiaire. Présentement, on n'en a pas de joueurs comme lui. Les 5 prochains matchs sont à domicile. Là même, je suis en train de me demander si ces 5 matchs-là ne seraient pas un peu le point déterminant à savoir si le CH vont faire ou non les séries. On en parle après un mois. Je trouve ça vraiment triste pour le club. Alors, j'ai hâte de voir ce que les 5 prochains matchs vont nous dicter par rapport à ça. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Toujours apprécié côté présence. Merci. Ça me fait grand plaisir. Merci également à Philippe aussi en studio avec nous, là, qui est toujours présent. Ça me fait plaisir d'être là pour parler du CH. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été avec nous à la maison. On se retrouve très bientôt. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.